Dr Frédéric Foka, bonjour. Bonjour, cher Richard Macon, chers camarades. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV à la faveur de cette discussion qui se situe dans le prolongement de la sortie, ou devrais-je dire la libération du président Gbagbo et de son co-accusé Blé Goudé. C'est donc un contexte qui est favorable à une discussion sur la justice pénale internationale et de façon plus pratique sur l'affaire Gbagbo. Nous allons avoir une discussion en 3 moments. Le premier moment sera sur le principe d'une justice internationale. Le deuxième moment sur la justice pénale internationale, en l'occurrence le rôle que le procureur y joue, et enfin une application au cas d'espèce de l'affaire Gbagbo et Blé Goudé. Est-ce que cette articulation vous convient? Bien sûr, elle me convient parfaitement. Je sais compter sur l'éminent. Beaucoup de gens disent toujours l'imminent, mais je pense que vous êtes aussi imminent parce que vous allez accéder bientôt dans les plus hautes sphères de la science, mais l'éminent juriste que vous êtes. Et je pense que c'est une très belle architecture qui nous permettra justement de commencer par le commencement avant de terminer par la fin, plutôt que de commencer par le milieu et de se perdre en chemin. Merci infiniment, docteur. Pour donc engager cet échange avec vous, je voudrais commencer par vous demander qu'est-ce qui fonde l'idée d'une justice internationale? On sait très bien que la justice est un attribut de la souveraineté de l'État. Comment on en est arrivé à l'idée d'une justice internationale? Effectivement, la justice pénale, notamment, la justice pénale est une prérogative réservée de l'État. Ça fait partie des éléments fondamentaux même de la souveraineté de l'État et de la chasse gardée de l'État. Maintenant, il se trouve qu'il y a des crimes qui sont transnationaux ou bien qui, dans leur commission, dépassent la sphère d'un État, parce que soit ils sont justement transnationaux, c'est-à-dire qu'ils sont commis sur plusieurs États, ou bien parce qu'ils touchent à des valeurs qui sont supérieures en fait à un seul État et qui sont protégées par la communauté internationale. Mais la communauté ici internationale étant entendue non pas dans son sens politique, mais dans la communauté des cultures, la communauté des valeurs, la communauté des êtres humains. Lorsque un être humain est torturé ou bien subit des actes de torture en tel point, en fait, en réalité, philosophiquement, c'est tous les êtres humains qui sont atteints dans leur dignité. Et c'est pour cela donc qu'il faut protéger ces valeurs-là qui dépassent l'État. C'est en fait ces idées qui fondent en fait la justice pénale, la justice internationale. Et vous savez bien qu'au lendemain de la guerre 14-19 par exemple, il était clair qu'il y avait des personnes qui avaient été responsables en fait de cette guerre qui a déchiré le monde. Mais le monde étant entendu comme le monde colonial à l'époque. Et il fallait donc juger ceux qui ont attenté à la paix internationale. C'est là donc du traité de Versailles que part donc cette idée, ce besoin d'avoir une justice internationale qui dépasse le cadre étatique. Ensuite, on a quelques difficultés, il y a eu quelques difficultés à mettre la main sur Guillaume II, en fait, qui était justement poursuivi au titre, je crois, de l'article 227 du traité de Versailles. Mais en fait, cette même idée revient après la guerre de 39-45 en se disant il y a eu des gens qui ont poussé le monde à nouveau à rentrer dans des horreurs parce que c'est l'une des guerres les plus barbariques, entre guillemets, pour dire ça en anglais, mais l'une des guerres les plus horribles, en fait, où il y a eu le plus de crimes. Et il fallait justement, au terme de cette guerre-là, que ceux qui ont commis ces actes, ou bien ceux qui ont poussé le monde à rentrer, et là encore il s'agit du monde colonial, à rentrer dans cette guerre, même s'il y a eu quelques tirailleurs qui sont rentrés dans le champ, il fallait donc que ces personnes soient jugées. C'est ainsi que les tribunaux de Nuremberg ont été mis en place pour juger justement ceux de la République fédérale allemande qui avaient justement poussé le monde dans cette guerre-là, et de l'autre côté le tribunal militaire de Tokyo pour juger justement les hauts dignitaires japonais qui de leur côté faisaient partie de ce qui avait été appelé l'axe du mal. Donc c'est juste pour dire que c'est
la justice internationale part d'une idée qu'il faut protéger des valeurs qui sont supérieures à chaque État, qui sont communes à l'humanité. L'humanité où qu'elle se trouve, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses croyances, quels que soient ses modes de pensée. L'humanité est une, il faut donc préserver ces valeurs qui lui sont supérieures. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de crimes internationaux en termes de catégorisation qui peuvent être pris en charge par cette justice pénale internationale? Alors, lorsqu'on part justement de 1945, on se rend compte qu'on vise principalement deux crimes. Disons cela comme ça, deux crimes. Un, les crimes de guerre. Parce que les crimes de guerre sont déjà codifiés à travers, entre guillemets, codifiés ou reconnus dans les conventions de Genève, qui sont là, qui seront adoptées en 1949. Il y a donc ces crimes et qui, bien sûr, il y a d'autres conventions liées, liées aux conventions de la Haye qui font partie du droit international. Donc, toutes ces atteintes au droit international donc, sont répréhensibles, mais y compris au niveau individuel. Donc, on part donc d'abord des crimes de guerre qu'on va punir, qui sont en fait des actes qui enfreignent les lois de la guerre, parce que la guerre ne se mène pas de façon non réglementée. Il y a bien des règles, même dans la conduite de la guerre. Ensuite, nous avons dans la construction les crimes contre l'humanité. Ce sont en fait des crimes qui portent atteinte à l'humanité même de chaque être humain, mais aussi à l'humanité collective en fait. Et donc ces deux principales catégories de crimes seront donc poursuivies au lendemain de la guerre de 39-45 à travers les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Mais dans la construction, on arrivera en 1951 à créer un crime spécial. Parce que dans les massacres de 39-45, il est apparu que, certes, il y avait des crimes contre l'humanité, mais il y avait des gens qui étaient ciblés, non pas pour leur appartenance politique ou pour d'autres types d'appartenance, mais qui étaient ciblés juste par leur gène. Elles appartenaient à une communauté, c'est-à-dire que votre seul crime était d'être né dans une communauté. Une identité. Voilà, c'était lié à l'identité. Et on partira donc de là, de cette poursuite en fait de l'être humain sur la base de sa génétique, donc pour créer ce qu'on va appeler le génocide. Le génocide donc sera donc en fait le crime des crimes. C'est comme ça qu'il sera appelé par les tribunaux de Nuremberg aussi, mais aussi par les tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie en 1993 et puis pour le Rwanda en 1994. C'est le crime des crimes, c'est-à-dire que au-delà de tuer l'être humain, on tue un individu simplement parce qu'il est né quelque part, il porte une certaine identité. Donc, l'objectif, c'est de le tuer. En fait, c'est de tuer sa communauté à travers lui. C'est pour cela qu'il a été pensé qu'il fallait différencier le génocide du crime contre l'humanité. Mais en réalité, au départ, le génocide n'est qu'un élément du crime contre l'humanité. On le sortira donc là. Mais à travers le statut de Rome, qui sera adopté en 1998 et qui donc créera la Cour pénale internationale, on intégrera un crime additionnel qui est en fait le crime d'agression, qui a quelques mal à être défini. C'est vrai que la convention de révision de Kampala a proposé un certain nombre d'éléments pour définir le crime d'agression. Mais voilà globalement en droit international aujourd'hui les 4 grands crimes. Le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. Ce sont les 4 grands crimes qui aujourd'hui sont reconnus dans le statut de Rome. Mais la convention, le protocole de Malabo, qui est un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, définit en fait 14 crimes internationaux. En fait, 14 crimes internationaux qui sont reconnus en droit africain, parmi lesquels les changements anticonstitutionnels de gouvernement, la piraterie, certaines atteintes à l'environnement. Mais voilà, c'est une poussée en fait du droit africain. Mais disons qu'en droit international, ce sont ces 4 principaux crimes-là qui sont aujourd'hui reconnus et consacrés et punis par le juge pénal international. Merci infiniment, Dr Foka, pour cette ouverture sur la justice internationale. Elle constitue en réalité une mise en bouche qui nous permet de discuter maintenant de la justice pénale internationale. Vous avez publié votre thèse
sur le titre « Le pouvoir discrétionnaire du procureur de la Cour pénale internationale ». Et vous êtes donc l'un de nos rares spécialistes sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Vous en connaissez les arcanes de la structuration, de la construction, le déploiement en termes de procédures, en termes de règles qui sont mobilisées par les différents acteurs du procès pénal. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est la place du procureur dans le procès pénal international, puisque de tous les acteurs de ce procès, c'est sur lui que vous avez décidé d'écrire. Pourquoi? Alors, techniquement, le président de la Cour est un juge. Mais on se rend compte qu'il y a comme une sorte de bicéphalisme de facto dans la Cour parce que le procureur occupe une place centrale. Parce qu'en réalité, c'est lui qui décide de poursuivre ou pas. C'est lui qui décide en fait de s'il y a matière à juger, en fait, à donner au juge ou pas. Et quand vous regardez les procédures, les mécanismes de saisine, vous vous rendez compte que ce soit les États, que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou le procureur lui-même, en fait, les deux autres entités saisissent le procureur. Les États, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou le procureur lui-même. Donc, ils vont saisir le procureur, et c'est lui qui décidera s'il y a matière à poursuivre ou pas. Premièrement, lorsqu'un dossier lui est transmis, que ce soit par un État ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou par lui-même qui s'auto-saisit, en fait, il se saisit proprement tout, il déterminera sur la base d'un certain nombre de critères qu'il a fixés s'il y a une base raisonnable à ouvrir une enquête ou à poursuivre. Une fois qu'il décidera s'il y a une base raisonnable à ouvrir, il ouvrira une enquête et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que une situation se met en place, c'est-à-dire ce qui est appelé au niveau de la Cour pénale internationale une situation, c'est-à-dire qu'on va étudier la situation qui s'est déroulée en RCA, en Côte d'Ivoire ou dans tel autre pays. Maintenant, lorsqu'il commence les enquêtes, c'est lui encore qui déterminera deux choses fondamentales. Un, le séquençage, deux, l'échantillonnage. Ces deux éléments fondamentaux et qui nous permettront de mieux comprendre l'affaire Gbagbo. Le séquençage, c'est qu'il décide que, par exemple, s'il y a eu un conflit, le séquençage suppose qu'il peut enquêter sur les crimes commis par tel groupe et différer l'enquête sur les crimes commis par tel autre groupe à plus tard. Donc, il va par exemple enquêter d'abord sur les crimes commis ou prétendument commis par le clan Gbagbo avant de se pencher plus tard sur les crimes commis par le camp Ouattara, par exemple. Deuxième chose, l'échantillonnage. L'échantillonnage suppose que le procureur ou la CPI n'étant pas en fait une juridiction qui peut tout embrasser, est obligé, même dans ce séquençage, même dans ce camp-là, de décider de ne poursuivre que certains crimes. Par exemple, il décidera, ok, sur une situation qui a duré 3 ans, j'enquêterai simplement sur les crimes commis entre avril et mai 2021, par exemple. Il va donc séquencer et évacuer les autres. Vous voyez donc que, par ces différents choix, il décidera d'inclure ou d'exclure de la justice pénale internationale certains autres éléments. Les autres étant reversés, en fait, au droit national. Par exemple, si on se rapporte un peu à ce qui s'était passé au Rwanda, on va se rendre compte que environ le TPIR a connu environ 200 procès, ou un chiffre pareil. Que ce soit à travers les procureurs Carla Del Ponte ou à travers Bernard Mouna, qui est un compatriote à nous, ils ont donc axé la poursuite sur ceux qui portent la plus haute responsabilité. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif de la justice pénale internationale, de poursuivre ceux qui portent la plus haute responsabilité dans la commission des crimes internationaux. Ils ne poursuivent pas tout le monde, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas le temps. Et donc, les autres, environ 190 000, ont été reversés, soit devant la juridiction pénale rwandaise ou devant les tribunaux Gachacha, qui sont en fait des sortes de tribunaux coutumiers. Ça ne veut pas dire donc que ceux qui choisissent de ne pas poursuivre seront complètement libres. Ils seront poursuivis par les autres mécanismes qui sont complémentaires de la justice, en fait, dont la justice pénale internationale est complémentaire. Parce que c'est à l'État qu'il revient de poursuivre en premier, mais lorsqu'il ne peut pas, ou lorsqu'il ne veut pas, la justice pénale se saisit, poursuit les plus hauts responsables et laisse donc ce qu'on appelle le menu fretin à l'État qui ne peut ou ne veut pas. Donc, voilà donc comment est-ce que
il devient l'acteur central. Parce qu'en fait, c'est lui qui décide à peu près de qui poursuivre et quand poursuivre. C'est ça qui le met donc au cœur de la justice pénale internationale. Cela me permet de faire le lien avec la question de son pouvoir, parce qu'on y est déjà. Est-ce que finalement, le pouvoir du procureur n'est pas exorbitant? Est-ce que laisser de telles prérogatives à un individu, parce que même si le procureur a une équipe qui l'accompagne, c'est quand même un individu qui porte la responsabilité, qui est désigné procureur. Est-ce que ce n'est pas un pouvoir exorbitant qui est laissé entre les mains d'un individu? Mais rassurez-vous, lorsque j'écris ma thèse, l'objectif c'est justement de démontrer ce que vous dites. C'est de dire ceci, c'est que c'est un individu qui a tellement de pouvoir que si ces pouvoirs ne sont pas encadrés par des normes, par des juges, il peut se retrouver en tant qu'être humain, en tant qu'acteur politique international, à faire des erreurs qui finalement déteindront sur l'image de la Cour. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Parce que, précisément, c'est vrai que le bureau du procureur sécrète un certain nombre de textes, les stratégies de ceci, les règles de cela, qui, en fait, donnent une certaine orientation. Mais ce sont des règles qui viennent de lui. Il faudrait que, à terme, qu'il y ait un certain nombre de cadrage, de bridage même, pour qu'il aille dans le strict respect d'un certain nombre de règles. De telle sorte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous voyez, s'il est admis qu'il dit, OK, pour ouvrir une enquête, il faut que j'ai au moins 300 morts. Alors, dans les différentes situations qui lui sont soumises, s'il y a 300 morts qui correspondent à des crimes internationaux réprimés par le statut de Rome, il doit ouvrir une enquête. Ça doit être automatique, ça ne doit plus être laissé à sa discrétion. Et on a bien vu que dans des cas, les raisons invoquées pour ne pas ouvrir une enquête étaient plus ou moins fragiles. Ou bien que dans certains cas, des individus qui n'ont pas été poursuivis, en fait, les raisons invoquées pour ne pas poursuivre un tel ou un tel étaient plus ou moins fragiles, ou pour poursuivre un tel ou un tel était fragile. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir aujourd'hui un écroulement en fait, de la plupart des cas. On a vu avec les affaires relatives au Kenya, et on le voit encore avec l'affaire Gbagbo aujourd'hui. C'est que si on a des règles claires, alors ça permet à tout le monde d'adhérer en fait à l'idée d'une justice internationale. Mais si on a des règles qui vacillent d'un cas à l'autre, ça produit de l'insécurité juridique et ça produit de l'antipathie. Mais la justice, c'est quelque chose qui doit susciter une certaine adhésion populaire pour justement lui donner toute sa force et son pouvoir. Pour arriver au cas Gbagbo, qui est le cas qui a été le prétexte de cette discussion extrêmement importante, quel est votre point de vue sur à la fois la conduite de la procédure, l'ouverture de la procédure, sa conduite et la décision qui en est rendue? Quel est votre sentiment en tant que spécialiste de la justice pénale internationale? Je pense que le cas Gbagbo est l'exemple type même d'un procès qui a été un échec total. Un échec total à plusieurs niveaux. Premièrement, la justice pénale internationale, depuis 14-19, a toujours été présentée comme une justice des vainqueurs. Et il était important que la justice pénale internationale se départisse en fait de cette image de justice des vainqueurs. Sauf que dans l'affaire Gbagbo, par exemple, le séquençage et le renvoi, parce que dans sa stratégie, je crois 2016-2020, le procureur dit expressément qu'il ne poursuit pas, il n'ouvre pas encore d'enquête sur le camp Ouattara par manque de moyens et qu'il renvoie cela à 2021, à la stratégie 2021. Sauf que dans le même temps, lorsqu'on regarde en fait la croissance du budget, on se rend compte qu'il a eu plus de budget au cours de cette période-là, ce qui, techniquement, si c'était une question de moyens de logistique, ça ne justifiait pas tout. Maintenant, on se rend bien compte que le séquençage dans cette affaire poussait beaucoup de commentateurs à estimer effectivement que cette justice est une justice des vainqueurs. Parce que manifestement, le président Gbagbo ayant été déchu, il était plus aisé de le poursuivre et de poursuivre ceux de son camp. Mais ouvrir une enquête plus ou moins globale aurait permis de montrer que la justice pénale internationale joue franc jeu et qu'il est question en fait de protéger des valeurs
et non d'être un arbitre politique. Donc, le premier échec est là. Deuxièmement, l'échantillonnage a permis de toucher deux acteurs qui en fait étaient des symboles en fait d'une certaine revendication populaire africaine ou panafricaine. Donc là également, ça a suscité un certain rejet. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, les enquêtes ont été plus ou moins bâclées. Je pense qu'il y a eu des crimes qui ont été commis. En fait, il est constant qu'il y a des crimes qui ont été commis dans la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Il est constant qu'il y a des gens qui en sont responsables. Mais je pense aussi aujourd'hui qu'il est clair que les enquêtes n'ont pas permis de récolter les éléments nécessaires. Peut-être parce que le procureur y allait trop vite. Peut-être parce que il a manqué un certain nombre de choses ou d'accès qui n'ont pas permis de collecter tous les éléments de preuve. Mais je pense que déjà l'enquête elle-même a été plus ou moins bâclée et n'a pas permis de collecter suffisamment d'éléments. Peut-être en voulant viser ces deux acteurs politiques, ils ont évité justement, ou bien ils sont passés à côté de ceux qui portaient effectivement la responsabilité de ces crimes, y compris dans le camp Gbagbo. Je pense qu'en échantillonnant un peu plus large, en séquençant de façon globale, ou en s'abstenant de séquencer, serait permis au procureur d'enquêter et de tomber sur ceux qui portent la plus lourde responsabilité dans les crimes commis pendant la période post-électorale. Mais le séquençage et l'échantillonnage et le fait de viser des acteurs politiques ou bien d'avoir des gens préalablement définis a peut-être permis de passer à côté des vrais responsables. Nous allons clôturer par cette question qui est un peu une boutade, finalement, qui est le responsable. Et ceux qui pensent aujourd'hui que la Cour pénale internationale est un instrument qui a été conçu contre les pays africains, est-ce qu'ils n'ont pas finalement raison? Et quel est l'avenir, vous l'espérez, quel est l'avenir de la Cour pénale internationale? Alors, qui est le coupable? Il reste au procureur de nous dire, en fait, ou bien d'ouvrir la deuxième partie de l'enquête, celle qu'il a promise depuis, pour qu'on voit également si dans l'autre camp, il n'y a pas des gens qui sont responsables des 3000 morts qui ont été enregistrés pendant cette période. Donc, qui est le coupable? Je ne peux pas le dire. C'est au procureur de faire son travail et au juge de décider finalement qui est le coupable. Ou peut-être, et c'est ce qui a manqué, il aurait fallu que le procureur réunisse peut-être plus d'éléments contre les deux personnes qui étaient poursuivies. Maintenant, sur la question de l'afrocentrisme de la justice internationale, il est constant aujourd'hui que devant la Cour pénale internationale, la plupart des affaires, à environ 80%, sinon plus, sont des affaires qui concernent l'Afrique. Mais il faut préciser deux choses. Premièrement, l'Afrique est quand même l'un des champs où la grande majorité des crimes internationaux sont commis. Donc, d'enquêter sur l'Afrique, ce n'est pas une stigmatisation de l'Afrique. Il y a des crimes qui sont commis en Afrique qui méritent justement que la justice pénale internationale s'y intéresse. Donc, ce n'est pas une stigmatisation de l'Afrique. Deuxièmement, des crimes sont commis ailleurs. Il faut aussi comprendre que la justice pénale internationale a besoin de s'insérer dans un champ politique qui est extrêmement complexe, difficile et tendu. Il est vrai que les procureurs, depuis Ocampo, en passant par Bensouda, ont cherché un peu la facilité, c'est-à-dire qu'il fallait rapidement, on avait créé une sorte de monstre juridique, une sorte de grosse bête juridique qu'il fallait rapidement nourrir avec quelques cas. On lui a rapidement servi l'affaire Thomas Lubanga concernant la RDC, on lui a servi quelques petites affaires. Thomas Lubanga a été condamné, mais bon, on se rend bien compte que ce n'est pas Thomas Lubanga qui portait la plus haute responsabilité dans les crimes commis en RDC. C'est que finalement, que ce soit en Afrique ou hors d'Afrique, la justice pénale internationale telle qu'elle est conçue aujourd'hui, notamment devant la CPI, a tendance à poursuivre en fait les plus faibles, les plus accessibles. Mais pour garantir sa crédibilité, il faudrait qu'à terme, elle pense à se saisir de l'ensemble des cas, à oser. On a bien vu qu'en 1998, lorsque le statut de Rome a été adopté, de nombreux États ont pris peur. On a vu les réserves de la France concernant, je crois, les crimes de guerre. On a vu tout le déploiement américain avec ces fameuses conventions bilatérales qui interdisaient à tout pays
d'y transférer des soldats américains, on a bien vu qu'il y avait un sentiment de peur. Mais dans son déploiement, le fait de poursuivre les plus faibles ou les plus accessibles a bien montré que finalement, ça sera une justice d'effort contre les faibles. Il faut qu'elle se départisse de cette idée. Maintenant, est-ce qu'il y a un afrocentrisme? Je ne pense pas. Et si afrocentrisme il y a, il faudrait qu'à terme, les États africains soient capables de produire ou bien de proposer une justice alternative. Parce que la CPI n'est que complémentaire. S'il y a une justice nationale ou africaine qui fonctionne, elle sera prioritaire sur la justice pénale internationale et elle aura le champ libre. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le protocole de Malabo, qui ne nécessite que 15 ratifications pour entrer en vigueur, n'a jamais obtenu les 15 ratifications. Et donc, le projet d'une Cour pénale africaine devient de plus en plus difficile. Et en l'absence d'une Cour pénale africaine, c'est la Cour pénale internationale qui continuera à être complémentaire des États africains ou de tout autre État lorsqu'ils seront défaillants ou ne voudront pas punir les crimes internationaux. Merci infiniment, Dr Frédéric Foka, pour cet échange combien riche. Je voudrais conseiller, pour ceux qui veulent approfondir la réflexion et la discussion, ce fabuleux ouvrage qui a été publié par le Dr Frédéric Foka, Le pouvoir discrétionnaire du procureur de la Cour pénale internationale, aux éditions Nomos en 2018. Merci infiniment, Dr Frédéric Foka. J'espère que vous êtes déjà disponible pour le prochain échange que nous aurons sur votre dernière publication. Mais je suis complètement disponible et j'encourage cette initiative qui, pour moi, permet de sortir de certains débats creux pour entrer dans des débats qui peuvent être utiles à l'université et à la construction de la pensée africaine. Merci infiniment. Wafrika TV vous dit merci et à très prochainement pour d'autres échanges tout aussi intéressants.